Jean-Pierre Danel, bonjour. Bonjour. Je dirais même Miss Daisy, bonjour, puisqu'elle est juste à côté de nous. Alors Miss Daisy, c'est une Fender Stratocaster, elle est un peu particulière parce que c'est un modèle de pré-production, c'est-à-dire elle fait partie de la soixantaine de guitares qui ont été construites avant que la Fender Stratocaster soit commercialisée. Et ces guitares étaient destinées à servir de démonstration, on va dire, aux guitaristes locaux en Californie et aux points de vente auxquels Fender espérait placer cet instrument, qui était très très novateur pour l'époque. On est au printemps 1954. Ils ont fait la Telecaster déjà, qui est une guitare qu'on appelle solid body, c'est-à-dire des guitares qui sont fines et pleines, et qui avait pour avantage de ne pas créer de l'arsène, c'est-à-dire cette espèce de sifflement qu'on peut avoir avec des guitares qui sont creuses. Et quand Fender a mis au point cette guitare, ils ont été très mal accueillis, alors par les guitaristes plutôt bien, mais par les magasins qui trouvaient que ça avait l'air d'un ovni. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit bon, ça ressemble à rien, donc ça s'est très mal passé au départ. Il y avait beaucoup d'innovations, le vibrato, 3 micros, enfin un tas de choses. Et donc voilà, donc ça c'est une guitare qui est vraiment une guitare d'une pièce de musée, parce que c'est un peu le Graal de la collection de Fender Stratocaster, et c'est surtout une exceptionnelle guitare en termes de son, et elle est toute d'origine, et tout marche impeccablement, et ça sonne vraiment très très bien. Ce que je dois à Miss Daisy, en tout cas depuis une quinzaine d'années, sûrement, c'est d'être heureux avec ma guitare. Donc après, guitariste instrumental le plus vendu en France, c'est ce qu'aime beaucoup mettre en avant Sony, ce qu'on lit un peu les partout. maisons de disques, mais techniquement c'est vrai, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de guitaristes instrumentaux qui ont une exposition un petit peu large. Il y a beaucoup de gens qui font de la guitare instrumentale de très grande qualité, mais ils n'ont pas la chance d'être distribués un peu partout parce qu'ils n'ont pas une major du 10 derrière eux, pour la plupart, parce que c'est considéré comme une niche. Donc du coup, quand on franchit cette étape-là et qu'on a de la pub télé sur TF1, sur de la pub à la radio, de la pub dans la grande distribution, etc., ben, du coup, ça fait levier, et alors on se retrouve à en vendre beaucoup plus que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. C'est une niche, c'est-à-dire que la guitare instrumentale, c'est un petit univers comme ça. Et je pense que quand on a la chance de pouvoir communiquer un peu dessus, tous les gens qui aiment ça vont aller chercher ce disque-là, alors qu'il y en a d'autres sûrement qui leur plairaient autant, mais dont ils n'ont pas entendu parler, quoi. Si je reprends le dernier album sorti, Hats Off to the Boys, on retrouve ce qui fait l'essence même des titres et de la musique de Jean-Pierre Danel. Oui, alors c'est un disque un peu spécial, mais c'est vrai que c'est ça, parce que c'est un retour à mes racines, à moi. Moi, j'ai découvert la guitare en écoutant les Shadows quand j'avais une dizaine d'années. C'était déjà un groupe qui avait déjà 20 ans à l'époque. Bon, c'est à la fin des années 70 que j'ai découvert ça. Et ce disque-là, c'est un hommage aux Shadows. Hats Off to the Boys, parce qu'en Angleterre, The Boys, c'est un de leurs surnoms, quoi, en tant que groupe. Et Hats Off, c'est-à-dire coup de chapeau. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des morceaux à moi qui sont un petit peu dans la filiation, dans l'état d'esprit de ce que les Shadows m'ont apporté. J'ai repris quelques-uns de leurs nombreux standards, et j'ai fait 3 duos avec Hank Marvin, leur guitariste soliste. Il y a un duo sur un titre des Shadows qui est Nivrab, qui est un classique des Shadows, et 2 titres que j'ai composés, et puis il y a un DVD avec des clips, des extraits de concerts, des choses avec Hank aussi, etc. Et donc voilà, c'est un hommage. Et puis on a fait un produit un petit peu, comment dire, le plus authentique possible. On l'a sorti en vinyle, un vinyle qu'on appelle Picture Disc, c'est-à-dire avec la photo gravée dans le disque lui-même, pour que les gens qui aiment ce genre de musique-là puissent retrouver un vrai objet, quoi, quelque chose qui soit joli aussi. Et donc voilà, donc c'est vraiment un clin d'œil aux Shadows pour les remercier, quoi, pour dire à quel point d'abord je les admire et j'aime ce qu'ils ont fait, la carrière incroyable qu'on connaît pas toujours en France, mais qui est bien plus importante que ce que souvent on imagine ici. Jean-Pierre Danel, évidemment, on pense à ton papa Pascal, les neiges du Kilimandjaro, on va évidemment, il n'y a pas que ça, hein, je le dis aussi. Et à 14 ans, tu prends déjà le chemin du studio. C'est-à-dire que tu avais envie d'avoir cette carrière artistique, ou c'était l'opportunité, ça s'est fait? Non, c'était en fait, quand j'étais enfant, je voulais être paléontologue. Et puis il fallait être très bon en maths, c'était pas mon fort. Et puis en fait, quand j'ai découvert les Shadows, je me suis mis à essayer de reproduire ce que j'entendais. Je lis pas le solfège, je le lisais pas à l'époque, je le lis toujours pas. Donc j'ai appris d'oreille en écoutant les disques des Shadows. Et les disques des Shadows, ce sont des mélodies instrumentales, c'est pas que des solos de guitare. Donc je me suis mis à jouer comme ça des mélodies. Et puis à 14 ans, papa m'a invité à participer à des spectacles, etc. Ça a fini par une grande tournée. De cette tournée, il y a l'arrangeur, orchestrateur de Michel Berger, qui était Michel Bernolk,
m'a vu et qui m'a convié à venir enregistrer en studio. Et donc c'est parti comme ça. Et je me suis retrouvé à aller au collège et puis au lycée, et parallèlement les week-ends, le soir, les vacances, à soit faire des spectacles, soit enregistrer en studio pour d'autres artistes, et puis un petit peu, petit à petit, à faire mes morceaux à moi. Et donc ça a commencé comme ça un peu accidentellement, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Alors tout ça va amener, je passe assez vite, hein, mais sur des duos, des rencontres. Alors bien évidemment, il y a une rencontre qui est incontournable, c'est Hank Marvin. Oui. Oui, en fait ça s'est passé, c'est drôle parce que c'est juste au moment où je venais de commencer à découvrir la guitare par les albums des Shadows. Papa fait l'Olympia en février 80, et Jean-Michel Boris, qui était le patron de l'Olympia, vient nous voir et nous dit « Jean-Pierre va être content, le mois prochain, les Shadows viennent jouer un soir à l'Olympia. » Il a arrangé qu'on puisse se rencontrer. Donc c'était très très émouvant pour moi, j'ai encore quelques photos. Et bon, j'avais 10 ans et demi, je suis arrivé avec une pile d'albums qui m'ont dédicacé, on a dû passer peut-être 1h30 ensemble dans les coulisses, le concert était formidable, vraiment, vraiment magnifique. Et puis on est resté un petit peu en contact. Papa ensuite a produit des émissions de télé qui s'appelaient Macadam, où il a fait venir Marvin d'abord en solo, puis les Shadows. Et on est resté en contact. Et puis après ça, Hank est parti vivre en Australie, à Perth. Et puis beaucoup plus tard, en 2006, j'ai fait un album en France qui s'appelait Guitar Connection, qui s'est bien passé. Et pour la suite, j'ai proposé à Hank de faire un duo, et je suis allé enregistrer avec lui là-bas. Et ce qui était mignon, c'est que quand j'ai connu Hank, j'avais 10 ans et demi, il avait 38 ans. Et quand je suis allé à Perth enregistrer mon duo avec lui, c'est moi qui avais 38 ans. C'était une jolie histoire. Duo, Hank Marvin, Laurent Voulzy, Louis Bertignac, Michael Jones, Paul Persson, Axel Bauer, une bande de guitaristes. Oui, j'ai enregistré une trentaine de duos, une grosse trentaine de duos, plusieurs avec certains, avec Laurent Voulzy, je crois qu'on en a fait 4. Ça dépend des cas, des fois sur des morceaux que j'ai écrits, des fois des morceaux qu'on a écrits ensemble, avec Michael Jones par exemple, des fois des reprises de grands classiques. Un petit peu de tout. C'est toujours un plaisir, et ce qu'on me demande souvent, et je suis toujours heureux d'apporter la réponse, c'est s'il y a une compétition, et il n'y en a pas. En fait, personne dans ces trucs-là cherche à être le plus grand, le meilleur, etc. Pas du tout. On a juste envie de jouer ensemble, et on s'amuse à le faire. Et généralement, c'est vraiment très à la cool, quoi. C'est pour se faire plaisir. Et j'ai eu la chance d'enregistrer, par exemple, avec Albert Lee, qui est un des plus grands guitaristes de musique country dans le monde. Et évidemment, il n'y a aucune compétition, c'était juste pour le fun, quoi. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai que des bons souvenirs avec les duos. Je dois dire, j'ai eu de la chance. J'ai aussi fait des duos avec des gens qui ne sont pas des guitaristes, comme Jean-Jacques Milteau, qui est un grand harmoniciste, par exemple. Eh bien, ça s'est toujours magnifiquement passé. Il n'y a jamais eu de souci d'ego, de quoi que ce soit. C'était toujours très sympa à faire. Les frontières vont s'ouvrir également. Alors, je pense par exemple à ce titre qui est allé classé aux États-Unis. C'est The Pink Side of Miss Daisy. Inside of Miss Daisy, effectivement. Donc là, c'est une niche qui, quand même, c'est une bonne niche. Oui, mais ça reste une niche là-bas aussi. Mais le truc, c'est que, comme c'est de l'instrumental, évidemment, il n'y a plus de barrière de la langue. J'ai chanté un peu aussi, essentiellement en anglais, donc du coup, ça passe. Et en fait, quand on fait de la guitare instrumentale, c'est pareil, c'est une niche à peu près où que ce soit dans le monde. Mais quand tu multiplies les pays du monde, évidemment, ça finit par faire plein de fois un petit peu, ça finit par faire beaucoup. Alors bon, on parle des États-Unis, mais il y a aussi évidemment l'Europe, hein, Belgique, Grande-Bretagne, la Scandinavie aussi, l'Asie, la Russie, la Thaïlande, le Mexique, le Kazakhstan, surprenant. Ouais, des pays comme l'Afrique du Sud, des fois, j'ai été étonné. Ça circule un peu partout. Ça fait pas de moi une star médiatique dans ces pays-là. Mais dans chaque pays, il y a une petite trace parce qu'il y a un petit groupe de gens qui suit ces choses-là. Et du coup, on rentre dans les charts, dans les parades, etc. Parce que ces gens-là attendent, et dès qu'il y a un truc qui arrive, ils vont le chercher. On leur offre pas beaucoup de choses. Donc, quand il y a quelque chose, ils y vont. Il y a aussi 2 awards. Oui. Il y a 2 awards au Guitar of Fame aux USA aussi. Oui, c'est une vieille histoire, ça, mais oui, ça m'a beaucoup touché. La différence peut-être par rapport à la France, en France, on n'a pas beaucoup de prix, on a les victoires de la musique, par exemple, des choses comme ça. Aux États-Unis, ils ont énormément d'associations, d'organisations qui récompensent que ce soit des artistes ou parfois des scientifiques ou des sportifs, enfin, ça dépend des sujets qu'on aborde. Donc, on a un peu plus de chances d'avoir un prix quelque part, mais pour autant, j'étais très touché, et ça m'a fait plaisir, et ça a eu une petite conséquence
conséquence indirecte en France. Moi, je sortais mes disques principalement à l'étranger. Il y avait quelques disques en France, mais qui étaient un peu ce qu'on appelle du fond de catalogue. C'est-à-dire, c'est pas des disques qui recevaient une grande promotion. Et quand il y a eu ce prix aux États-Unis, il y a eu une compilation qui s'est faite aux États-Unis, puis qui est sortie en France après, qui s'appelait Guitar Masters, et ils avaient réuni un tas de guitaristes. C'était très prestigieux. Il y avait Eric Clapton, il y avait Carlos Santana, il y avait B.B. King, etc. Et ils m'ont demandé un titre à moi, sans doute parce que je venais d'avoir ce prix là dont on parle. Et quand Sony France a vu arriver ça des États-Unis et qu'ils m'ont vu listé parmi ces gens-là, ils m'ont dit, ah bon, mais alors en fait, tu fais pas que de la production, tu joues vraiment, c'est pas juste le dimanche, quoi. Je dis, bah non, j'ai fait des disques. Ils s'en rendaient pas compte, ils me connaissaient comme producteur de disques, ils savaient que je jouais de la guitare, mais ils pensaient pas que c'était peut-être un peu plus sérieux que ce qu'ils avaient imaginé. Et donc, grâce à ce prix qui a entraîné la compile où on a tous été invités à jouer un titre, et donc moi, parmi tous ces gens formidables, c'est un beau souvenir, eh bien, ça a déclenché l'intérêt de Sony France pour mes disques, et ça a mené après à des albums qui sont finalement bien passés ici aussi. Comment tu en es venu à cette production? Par la force des choses. Quand j'ai démarré, comme je disais tout à l'heure, quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, etc., mes débuts en studio, je faisais des guitares uniquement. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion de travailler sur des musiques de pub, des choses comme ça, avec d'autres musiciens, notamment les musiciens de Michel Berger. À un moment donné, je me suis trouvé à proposer un peu plus que de la guitare, c'est-à-dire des arrangements, des idées, etc. Donc je me suis retrouvé finalement à organiser la séance d'enregistrement en disant bah tiens là on va appeler des cuivres, là on va faire ça. Et donc quand j'ai fait ça un petit moment, j'avais un comptable, parce que c'est pas ma spécialité, qui m'a dit mais il faut vous structurer, faire une société, une SARL, etc. Donc j'ai fait ça, j'allais avoir 20 ans, elle existe toujours, c'est toujours avec cette société-là que je produis, et j'ai produit des disques avec ça. La production artistique, c'est-à-dire d'aller en studio, d'enregistrer, de choisir quel studio on veut, quel bassiste, quel batteur, qui on veut pour mixer, etc. Alors au début, évidemment, je pouvais pas parce que j'avais pas vraiment de solution, donc je me débrouillais avec des bouts de ficelle. Et puis, comme j'ai eu la chance que quelques disques se passent bien, bah du coup, ça me permettait de continuer, quoi. Et petit à petit, de produire de plus en plus, et plus tard aussi de racheter des catalogues d'enregistrement que je n'ai pas produits à la base, mais qui avaient besoin d'être exploité, on va dire, sur le marché du disque, et j'ai réédité un tas de disques et fait des compilations, etc. Alors un jour, ta fille, Philippine, elle a envie de voir papa sur scène. Et alors, donc tu décides de monter une scène chez toi, ouais, avec ton père, ouais, toi, mais pas que. Philippine avait 2 ans. Et ma femme déjà me disait, bon, depuis que la petite est née, tu pouponnes, mais bon, elle me dit, je suis quand même avec un guitariste, il faut jouer un peu. Et Philippine, qui avait 2 ans, me disait, moi, je veux entendre la guitare de papa. Elle était trop petite pour que je l'emmène voir un concert. À 2 ans, elle se serait endormie au début, enfin, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mon loft, j'ai fait venir une scène, des écrans de projection vidéo, des lumières, des lasers, des fumées, tout ce qu'on veut, 5 musiciens, qui sont pour une partie les musiciens de Catherine Ringer, un quintet de cordes dans un morceau, et puis il y avait 2 invités. Il y avait Michael Jones, on a repris une chanson des Beatles, qui est une de nos préférées, qui est Drive My Car, et papa, que j'ai fait venir parce que quand j'avais 14 ans, sur scène, je jouais avec lui déjà 2-3 morceaux des Shadows, et surtout Apache, et un autre qui s'appelle Shadoogie. Et donc, quand j'ai fait ce concert, je voulais montrer à ma fille non seulement les morceaux que j'ai pu faire moi, mais aussi les morceaux qui m'ont donné envie de jouer de la guitare. Et donc, quand j'ai fait Shadoogie, j'ai dit, il faut que je fasse venir papa. Et du coup, Philippine avait sous les yeux son papa, son papy, sur scène, en train de jouer. Et plus tard, elle nous a même rejoints sur un autre titre, quelques années plus tard. Et voilà, elle était heureuse, et elle est venue l'année d'après à l'Olympia. C'était mignon, ça m'avait fait rire parce qu'elle est dans la salle, et bon, j'arrive sur scène, et il y a quelqu'un qui l'accompagnait, qui lui dit, tu vois, papa arrive sur scène, les gens applaudissent. L'Olympia, voilà. Et elle le regarde et fait, bah oui, c'est papa. Elle trouve ça tout à fait normal. C'est mignon, quoi, parce que voilà, pour elle, je pense que pour elle, elle se dit voilà, c'est ce que font les papas, quoi. Les papas arrivent sur scène et les gens applaudissent. Voilà. Et je lui avais dit, je dis mais ma chérie, quand on va dans un magasin, les gens n'applaudissent pas. Elle m'a dit oui, mais tu n'as pas ta guitare. Donc c'est pour ça. Ça fait toute la différence. Et oui. Merci Jean-Pierre Danel. Merci. Donc juste une dernière question, qu'est-ce qui fait courir finalement Jean-Pierre Danel? Ma fille. Ma fille, tout ce que je fais, c'est pour elle en fait. C'est pour lui montrer des trucs, lui faire partager des moments. C'est la principale motivation. Ouais. Alors on va dire merci à tous les trois, donc à Philippine, à Miss Daisy et à Jean-Pierre. Merci à vous. Merci à toi.